Merci pour être ici avec nous aujourd'hui pour apprendre plus sur les vaccinations de COVID-19 ici dans l'Iowa. Je m'appelle John Lawrence et je suis le vice-président pour le programme de proximité de l'Université d'Iowa State. Iowa State est une de plus de 100 universités ici aux États-Unis qui promouvent l'éducation sur les vaccinations. Même si on n'est pas une institution médicale, même pas de la santé publique, on a un réseau vaste dans l'État pour pouvoir nous contacter avec des gens de l'Iowa et donner de l'éducation. Aujourd'hui, l'objectif est de vous faire participer dans la conversation sur COVID-19, les vaccinations et pour vous connecter avec les experts. Si vous avez des questions pendant la séance, vous pouvez les mettre dans la boîte à chat et on va répondre à ces questions à la fin. Aujourd'hui, on est avec le département de santé publique et aussi la faculté de santé publique et l'Institut des sciences cliniques de l'Université d'Iowa. Avec eux, on s'assure de vous donner les opportunités d'apprendre sur la sécurité et l'efficacité des vaccinations de COVID-19 et de vous donner l'opportunité d'entendre des infos des experts. Aujourd'hui, vous allez avoir des infos de deux experts médicaux, Dr Pedati et Dr Winokur. Elles vont vous aider à comprendre et elles vont partager les expertises et aussi elles vont répondre à vos questions à la fin de l'heure. On est très content d'avoir leur travail et on remercie à elles. La première présentatrice, c'est Pat Winokur de l'Université d'Iowa. Elle est la doyenne exécutive de la faculté de médecine Carver. Elle est aussi la co-directrice de l'Institut des sciences cliniques et elle est aussi professeure de médecine interne qui se spécialise dans les maladies infectieuses. Dr Winokur, merci pour être ici avec nous aujourd'hui. Alors, merci pour m'accueillir ici et merci à tous vous pour être ici avec nous. On veut que ça soit plutôt une conversation ce soir. Dr Pedati et moi, on va partager un peu des expériences sur comment ces vaccinations est créée, ou ces vaccinations sont créées ici dans l'Iowa. Mais on veut que ça soit vraiment une heure où vous pouvez poser des questions. Comme ça, vous pouvez diriger la conversation vers vos intérêts. Donc, je vais commencer en vous expliquant comment on est arrivé à avoir les vaccinations qu'on a aujourd'hui. C'est une histoire qui a un bon côté. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas qu'il y a un bon côté dans la pandémie, et je suis d'accord. Mais on avait des avantages de recevoir les vaccinations. Le premier avantage, c'était en 2002. Il y avait un virus identifié dans l'Asie qui s'est propagé au Canada. Et c'était un virus très pareil au virus qu'on voit aujourd'hui. C'était un virus grave qui pouvait se propager facilement. C'était le virus SARS et on s'inquiétait que ça allait se propager dans tout le monde. Mais on a eu de la chance. On pouvait le retenir. En 2012, il y avait un deuxième virus et c'était encore quelque chose de très grave. On était très inquiétés. On voyait qu'il y avait beaucoup de possibilités que ça se deviendrait une pandémie. Mais on a eu encore de la chance. Mais comme ces deux virus ont donné beaucoup d'anxiété, alors il y avait beaucoup d'analyses scientifiques pour comprendre ces deux virus, du coronavirus. Les scientifiques pouvaient comprendre vraiment ce qui causait la maladie, comment ce virus entrait les cellules. Et ils ont trouvé qu'il y avait une protéine spike à l'extérieur des virus. Et cette protéine spike
était très important pour pouvoir s'attacher à la cellule et causer des dommages dans la cellule. Mais c'était aussi intéressant que la protéine spike, ça faisait une partie importante du virus. C'était aussi comme ça que le corps a réactionné et le corps a créé cette protéine spike. Et avec ça, ça nous a aidé à récupérer du virus. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches sur la réaction immunitaire et on s'est dirigé sur ce virus. Et on a fait des tests dans les animaux. L'analyse scientifique qui a commencé il y a presque 20 ans, ça vaut vraiment le coup pour identifier le troisième virus, coronavirus, en 2019, qui s'est propagé malheureusement dans tout le monde. Mais en même temps, la deuxième chose qui a aidé pour créer les vaccinations, c'est que pendant les 15 dernières années, on a amélioré beaucoup les technologies de vaccination. Par exemple, chaque année, on doit créer une nouvelle vaccination pour la grippe et on doit le faire très vite. Donc, on devait trouver des façons plus vite, plus efficaces de faire ça. Et les scientifiques ont travaillé dur vers ce but. Donc, on comprend que la protéine spike est très importante et aussi, on a aussi des nouvelles plateformes qu'on peut utiliser aussi avec les différents virus insérés dans les humains. Aujourd'hui, on a 3 vaccinations, Pfizer, Johnson & Johnson et aussi Moderna. Donc, on va parler un peu par rapport à ces 3 vaccinations. Même si ces 3 vaccinations sont différentes, il y a une chose qu'elles partagent. Ces vaccinations présentent à la cellule avec un bleu ou bien un mode d'emploi. Quand on reçoit une vaccination avec ces 3 vaccinations, ces particules entrent la cellule et la cellule a tous les composants de base pour créer cette protéine spike et ne que cette protéine spike. Une fois que ça soit fait, ça transfère à la surface de la cellule. Et là, le système immunitaire le voit et on sait qu'on est protégé. Donc, il y a des technologies similaires par rapport à ce transfert. Dans les anciens temps, c'était l'usine qui fabriquait la protéine spike. Et donc, quand on donnait les vaccinations, les gens recevaient une protéine préfabriquée. Les nouvelles technologies sont plus vite à faire et elles sont aussi efficaces à créer une protéine spike intacte qui imite ce qu'on voit avec le virus. Dès qu'on a eu les vaccinations, il y avait des personnes qui pensaient qu'on ratait des pas et qu'on donnait les vaccinations à la public trop vite. On va parler sur ça. Si on considère qu'est-ce qu'on fait quand on crée une vaccination dans les circonstances normales, d'abord, on travaille avec les animaux et on essaie de comprendre quelle est la meilleure partie d'un virus d'exposer à notre système. Dès qu'on sait ça, on fait des tests avec les animaux. Et on observe les animaux pour voir s'ils ont des effets secondaires, des symptômes qui ne sont pas idéaux. Et est-ce que les animaux ont une protection contre les maladies? Donc, est-ce qu'on a fait ça avec ces vaccinations? Oui. Une fois qu'on sait qu'une vaccination est sûre avec les animaux, donc on passe à le tester avec peu de personnes. Et on le fait avec peu de personnes parce qu'on se concentre toujours sur la sécurité.
on fait des tests, on fait des électrocardiogrammes, des autres choses pour prouver que les vaccinations sont sûres, sécures pour les gens. Dès qu'on a fait ça, on passe à travailler avec un numéro plus grand des personnes et on se concentre sur la dose. Donc c'est l'étape 3, la troisième étape, et c'est quelque chose d'essentiel. On essaie vraiment de savoir, de décider si c'est sûr, si c'est une vaccination sécure. Donc, avec une étude normale des vaccinations, on fait des tests avec entre 2000 et 3000 personnes. Le numéro 3000, c'est un numéro très important. N'oubliez pas ce numéro. Alors, est-ce qu'on a fait toutes ces choses avec le coronavirus, avec les vaccinations? Oui, c'est sûr. Donc maintenant, on va parler sur comment on a fait les tests avec les 3 vaccinations qu'on a, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, dans cette troisième étape grande. Donc voilà, on a fait les tests avec les animaux, on a fait les tests avec les premières personnes. Mais après, on a commencé à faire des tests, des preuves grandes. Je vous ai dit que dans une étude normale, on teste 3000 personnes. Alors, chacune de ces vaccinations, on a fait des tests avec 30 000 ou 40 000 personnes. 10 fois plus qu'une vaccination normale. Donc, ça nous a permis d'étudier la sécurité et aussi l'efficacité. Donc, dans ces études, la moitié des personnes ont reçu une vaccination, une vraie vaccination. La autre moitié a reçu le placebo. Dans ce cas, le placebo, c'était du saline. Alors, comme c'était la moitié qui a reçu le saline, le placebo, on a pu tester combien de personnes ont attrapé COVID après. Et donc, on a trouvé que les 3 vaccinations avaient une efficacité énorme, parfois entre 70 et 95%. Et c'est ça qu'on a vu avec les personnes qui ont reçu la vaccination, vraie vaccination. On a vu aussi la sécurité, on a observé la sécurité. Est-ce qu'on a observé des symptômes très préoccupants? Et oui, on a trouvé que les gens avaient des effets secondaires, mais on a vu que c'était des choses normales. Un bras douloureux, mal de tête, un peu courbaturé, une petite fièvre. C'était normal avec les 3 vaccinations. Et ça a duré entre 24 et 48 heures. 1 ou 2 jours. Quand j'ai fait ces études avec les gens, ils m'ont dit, voilà, tout d'un coup, je me suis sentie très bien. Donc, je peux dire que c'était quelque chose qu'on espérait avec ces vaccinations. Mais on n'a pas vu des choses qui nous inquiétaient avec ces vaccinations. Après, quand on a fini ces études, avec les informations, les données des animaux, toutes ces informations, on l'a envoyé au FDA. Le FDA a lu ces données et ils ont dit que chaque vaccination avait un profil de sécurité. Alors, ils ont décidé de donner ces vaccinations à la public. Mais on n'arrête pas après de donner les vaccinations. Quand on donne les vaccinations au public général, on passe beaucoup de temps en observant les événements qu'on n'espérait pas. Donc, les choses qui peuvent arriver après qu'il y a 1000 ou millions de personnes vaccinées. Et donc, quand on a fait ça, c'était là qu'on a vu le dernier lundi qu'il y avait certains effets avec Johnson & Johnson. On va revenir à ce sujet-là dans quelques moments.
Mais en même temps qu'on faisait les tests avec ces vaccinations et on commençait à donner les vaccinations au public général, le virus changeait. Les virus peuvent se tromper quand ils changent. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir parfois des variantes. Vous avez entendu certainement sur les variantes anglaises, sud-africaines, brésiliennes. Alors, on était chanceuse parce que pendant qu'on faisait les tests plus tard, les variantes devenaient visibles dans certaines populations et ça nous permettait à étudier l'efficacité les vaccinations même avec les variantes. Et la bonne nouvelle, c'est que la vaccination qu'on a fait avec le virus original de décembre 2019 travaille très bien contre ces variantes. Il y avait presque 100% de protection contre l'hospitalisation et les maladies graves. Donc vraiment, on observait avec beaucoup d'attention les effets secondaires et les symptômes. Donc maintenant, on va parler encore de Johnson & Johnson et ses effets. Parce qu'on pense un peu à ça en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y avait une maladie de caillots de sang qui était liée aussi avec un niveau bas de plaquettes. C'est une forme rare, étrange des caillots de sang. 6 cas. Quand on a identifié ces cas, on avait déjà donné 7 millions de vaccinations Johnson & Johnson. Donc, c'était 1 sur 1 million. Donc, un effet secondaire très rare. Mais parce qu'on vigilait toujours les vaccinations après d'avoir donné les vaccinations au public général, je crois que le CDC a pris une décision responsable en parant le Johnson & Johnson. Ce qu'on sait, c'est que tous les cas étaient avec des femmes entre l'âge de 18 et 48 ans. Et ils ont développé un caillot de sang à la base du cerveau ou bien à l'abdomen profond. Les caillots ont développé entre 1 et 3 semaines après d'avoir reçu la vaccination Johnson & Johnson. Les symptômes qu'on a vus étaient mal de tête, faiblesse, un accident vasculaire cérébral, marmonner avec les mots, difficulté pour parler, peut-être elle marmonnait les mots, des douleurs graves dans l'abdomen, parfois un souffle court aigu parce que les caillots lâchaient dans les poumons, parfois les gonflements dans les jambes. C'est les symptômes si on doit être vigilante si on a fait la vaccination Johnson & Johnson. On ne parle pas des petites fièvres, un petit peu de douleur de la tête. On parle des choses beaucoup plus persistantes. Encore une chose très importante, on n'a pas vu ces choses avec Pfizer et Moderna. C'est vrai qu'on a vu des événements similaires dans l'Europe. Ils n'ont pas Johnson & Johnson là. Il y a des personnes qui faisaient AstraZeneca. Donc Johnson & Johnson et AstraZeneca, ce sont des vaccins à vecteur adénoviral, qui est une technologie très différente de celui de la vaccination ARN messager. Donc n'oubliez pas ça. On n'a pas vu ça avec le Pfizer et avec le Moderna. On a fait une pause. Le CDC, avec sa comité, ils font des analyses. Ils ont des experts des statistiques, caillots, maladies infectieuses. Ils pensent tous à ces problèmes et donc ils vont nous donner
des idées de comment on peut avancer avec la vaccination Johnson & Johnson. Nous pensons toujours que ces vaccinations sont très efficaces et on veut vraiment que vous considériez de vous faire vacciner. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider d'arriver à une nouvelle jour, une nouvelle réalité. Et donc maintenant, Dr. Lawrence. Merci, Dr. Whitaker. C'est rassurant de savoir et d'entendre de vous sur ce qu'on fait et le numéro des gens qui participaient dans les tests. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, la deuxième présentatrice, c'est la Dr. Pedati. Elle est la directrice médicale et l'épidémiologiste de l'État du département de santé publique. Alors, docteur, merci, Dr. Lawrence. C'est très agréable d'avoir l'opportunité d'être ici avec vous, ISU, et aussi les partenaires du Iowa State, d'avoir cette belle conversation. Donc, on vient d'écouter un bon résumé des processus obligatoires pour créer les outils comme les vaccinations. Donc, je vais prendre des minutes pour décrire pourquoi on utilise ces outils et pourquoi c'est important pour la santé publique. Donc, quand on pense à une pandémie, à un virus, on pense à quelque chose que les systèmes immunitaires n'ont jamais vu. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait tous se tomber malades et tous en même fois. Donc, vraiment, depuis le début, le centre de ça, c'est de réduire l'action du virus, de se concentrer sur la protection des populations risquées qui peuvent peut-être aller à l'hôpital et se tomber très grave ou même mourir, et de penser à tous les autres besoins qu'on peut avoir comme communauté par rapport à la santé publique. Donc, quand on pense à ça, se faire vacciner, ça sera quelque chose de très important pour nous protéger et pour pouvoir ne pas nous inquiéter de tomber très malade. Donc, dans la santé publique, on préfère prévenir les choses avant que ça arrive. Donc, quand on pense aux vaccinations de COVID-19 et de penser de la vitesse qu'on a reçue, ces vaccinations, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans la santé publique. Ça veut dire qu'on a une opportunité de nous maintenir sains sans devoir nous préoccuper d'avoir le virus. Peut-être il y a des personnes entre nous qui sont plus jeunes ou qui n'ont pas des problèmes de santé qui existaient déjà. Donc peut-être on pense, si on n'est pas dans ces groupes, peut-être que c'est pas nécessaire de se faire le vaccin. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment nécessaire de se faire vacciner. C'est pas juste pour les personnes plus risquées dans la population. Une des raisons, c'est parce qu'on continue à apprendre sur le virus. C'est quelque chose de nouvel toujours. Je dirais qu'il y a des personnes qui ont des symptômes plus longs. Peut-être vous avez vu les terminologies, par exemple le COVID long terme ou bien COVID chronique. Donc c'est un exemple d'un sujet où il faut apprendre encore plus. Et c'est important de nous protéger parce qu'on ne sait pas quels sont les effets long terme, même pour les personnes qui ont eu des infections plus légères. Encore une autre raison pour laquelle on doit profiter des vaccinations, c'est l'idée de l'immunité collective. C'est l'idée que s'il y a un certain numéro de personnes immunes dans une communauté, ça veut dire que le virus ne peut pas se bouger entre nous. Pour atteindre ce niveau, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes immunes. Donc, il faut se vacciner. Donc, le numéro qu'il faut atteindre, ça va dépendre un peu sur la maladie particulière. Et on apprend toujours sur COVID. Peut-être que vous avez vu les numéros
comme 70, 45%. Mais quand même, on sait qu'on a un outil duquel on peut profiter pour maintenir nous-mêmes sains et aussi les personnes qui ne peuvent pas encore faire la vaccination, par exemple les enfants, ou les personnes qui ont les systèmes immunitaires qui n'ont pas répondu bien. Et parfois, ça peut arriver. Par exemple, si on est une personne qui a un système immunitaire réduit, si on reçoit un traitement pour le cancer, ou bien si on a une maladie sous-jacente, et donc on n'est pas tellement fort. Donc, pour cette raison, c'est important que tous profitent de se faire vacciner. Comme ça, le virus ne pourra pas se bouger entre nous. C'est tellement important. Et on est sur le chemin d'y arriver. On peut voir avec les numéros. À peu près 2/3 de la population d'Iowa ont fait un vaccin et un tiers a fini la série. Parfois, c'est avec le vaccin de Johnson & Johnson qui a seulement un vaccin ou les autres qui ont bien 2. Donc voilà, on voit que les personnes profitent de cet outil, mais on veut vraiment encourager que tous profitent de cet outil. Comme ça, on va voir qu'il n'y a pas de la transmission entre nous. Maintenant, je vais parler un peu sur les choses qu'on pourra faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous avez vu certainement qu'il y a des personnes qui assouplissent un peu les activités qu'on a éliminées ces mois. Donc voilà, on peut être maintenant à l'intérieur avec des autres personnes qui ont fait toute la série du vaccin. Aussi, les personnes qui ont voyagé, il n'y a pas besoin de faire le confinement si on a fait toute la série du vaccin. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que ça veut dire que la série, on l'a finie il y a 2 semaines parce que c'est le temps qu'il faut pour avoir le système immunitaire tellement fort. Donc voilà, cette liste des activités qu'on peut faire, cette liste va augmenter pendant que encore des personnes profitent du vaccin. Mais on veut aussi vous dire qu'il faut toujours inclure les choses que la santé publique recommande. Par exemple, d'utiliser un masque au public. Aussi, de rester à l'intérieur quand on est malade. Maintenant, je veux parler un peu sur les variantes différentes qu'on a vues. Je suis sûre que vous avez vu dans les nouvelles les différentes souches de ce virus et comme ça peut diffuser dans les différentes régions aux États-Unis et aussi dans l'Iowa. Donc, c'est pareil à ce qu'on peut entendre quand on entend du virus H1N1 ou bien la grippe. Donc, c'est un peu similaire. On veut être conscient des souches qui diffusent avec le COVID. Donc, ça nous aide à prendre les caractéristiques de la transmission, etc. Mais vraiment, la meilleure chose qu'on a de lutter contre tout ça, c'est de profiter du vaccin le plus tôt possible. Donc, on veut s'assurer que notre système immunitaire apprenne comment lutter contre ce virus avant que ça apprenne à changer beaucoup. Donc, la dernière chose que je veux mentionner, c'est comment se faire vacciner. Donc, c'est sûr que vous savez qu'il y a encore plus de vaccins maintenant dans l'Iowa. Donc, c'est sûr que vous allez vouloir profiter. Peut-être vous pouvez entendre certaines infos avec la santé publique locale ou bien la pharmacie ou votre médecin. D'habitude. Donc, je vous encourage de profiter de ça le plus tôt possible. Aussi, quelqu'un qui a une barrière pour avoir le vaccin ou bien les personnes avec plus de 65 ans, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone 2
1 pour parler avec un assistant de vaccination pour faire un rendez-vous. Maintenant, toutes les personnes peuvent se faire vacciner dans l'État d'Iowa. C'est gratuit, il ne faut pas une assurance, donc je vous encourage vraiment de se faire vacciner le plus tôt possible. Merci beaucoup. Maintenant, Dr. Lawrence. Merci, Dr. Pedati. J'apprécie beaucoup vos commentaires pour savoir comment est-ce que ce vaccin, c'est vraiment quelque chose d'efficace contre le virus. De vraiment arrêter ce virus et d'arriver à avoir une immunité collective. Maintenant, on va faire la partie des questions et réponses. On a suivi les réponses dans la boîte à chat. Et donc, je vais présenter ma collègue qui va animer cette session des questions et réponses. Merci, docteur. Maintenant, on va commencer à la partie des questions. On a suivi vos questions sur YouTube et WebEx. Et maintenant, vous pouvez continuer à ajouter des questions pendant la séance. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, la première question qu'on a ce soir, c'est pour Dr. Whitaker. La question, c'est ça. On n'a pas entendu beaucoup sur la possibilité de réinfecter avec le COVID. Donc, si la possibilité, c'est vraiment bas, pourquoi une personne qui a déjà eu le COVID doit se faire vacciner? Alors, on a beaucoup de données de tube à essai. Des personnes qui ont fait des tests après d'avoir eu COVID. Et une chose qu'on sait, c'est que les titres des anticorps se sont beaucoup mieux après d'avoir fait le vaccin que d'avoir eu COVID. Parfois 10 fois plus. Aussi, avec les autres coronavirus qui peuvent causer la grippe normale, c'est très facile à se faire réinfecter. Donc, on croit vraiment que se faire vacciner aide à stimuler la réaction immunitaire. Et donc, les protections vont durer beaucoup plus. Docteur Pedadi, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais ajouter juste que je sais que c'est difficile, mais je vais vous rappeler que c'est toujours quelque chose de nouvel. Donc, on a besoin du temps pour faire encore des tests pour savoir combien de temps est-ce que va durer l'immunité, par exemple. Et aussi de trouver un équilibre entre le virus qu'on sait comme normal et qu'on sait ça change. Ça peut affecter aussi la réaction immunitaire. Donc, l'idée, c'est, même une personne qui a eu COVID, c'est important que cette personne se fait vacciner parce que ça va réduire l'activité du virus au niveau général. Merci, Dr. Pedadi. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que le vaccin Johnson & Johnson va être disponible au public encore une fois? Oui, je crois. Je crois que ça peut être difficile quand on voit des choses, par exemple, quand les informations changent ou quand on doit faire une pause avec un vaccin. Mais même si c'est difficile, ça veut dire que les systèmes de sécurité et de surveillance, ces systèmes fonctionnent bien. On veut comprendre, on veut collectionner des données. Et c'est possible qu'avec plus d'informations, il nous faudra poser des autres questions avec des autres populations où on va peut-être utiliser ce vaccin en particulier. Donc, comme on a entendu du Dr. Whitaker, on a des experts qui observent tout ça. Et donc, à la fin de cette semaine, on espère qu'on aura plus d'informations. Et j'espère qu'on va apprendre encore plus. De la même manière qu'on a appris plus chaque jour l'année passée. Et on va continuer à utiliser ces outils parce que c'est tellement important. Dr. Whitaker, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vais juste répéter ce que la Dr. Pedadi a dit.
ce n'est pas impossible qu'ils vont peut-être recommander ce vaccin en particulier pour certaines populations et pas d'autres. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils mesurent les risques et avantages. Il faut se souvenir qu'il y a 1000 personnes qui meurent aux États-Unis et dans tout le monde tous les jours. Donc, on a besoin de ces vaccins pour contrôler un vaccin. Et c'est vraiment important qu'on peut aussi donner les vaccins à tous les pays dans le monde. Docteur Padadi, vous avez parlé un peu du COVID long terme ou bien COVID chronique. Quel pourcentage des cas on peut compter dans cette catégorie? C'est une bonne question. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas encore. Si on pense un peu au fait que ce virus, on l'a découvert au décembre 2019 et on a essayé de beaucoup apprendre, on a lutté, mais c'est toujours quelque chose de nouvel et il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Mais c'est pour ça qu'on sait que c'est important que la santé publique travaille avec les universités, de travailler avec vous, le public, pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut apprendre plus. Mais je conseille toujours de parler avec les médecins d'habitude que vous avez. Mais c'est encore une autre raison pour laquelle il faut profiter d'un vaccin. Comme ça, il ne faudra pas nous inquiéter de ça. Docteur Whitaker, est-ce que vous voulez ajouter à cette réponse? Alors, les études qu'on a faites tôt, peut-être avec les personnes qui ont eu COVID il y a 3 mois, il y a 30% de ces personnes qui ont des symptômes. Peut-être ce sont des symptômes légers, mais quand même, ils ne sont pas 100%. Et donc, parfois, ça peut être le brouillard dont on parle ou bien la fatigue. Mais je sais qu'on a à l'université d'Iowa, par exemple, une clinique où on observe les personnes qui ont eu COVID. Et on appelle ce clinique le clinique de COVID de long terme. Et on fait des tests et on évalue ces personnes pour voir leurs symptômes. Et ça va nous aider à savoir plus et à savoir comment traiter ces personnes. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir COVID après d'avoir fait le vaccin? C'est une bonne question. N'oubliez pas qu'une des choses qu'on a apprises sur ce virus, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas beaucoup de symptômes, des symptômes légers, même pas de symptômes. Donc, quand on pense à comment développer les vaccins, on voit d'abord la sécurité et après l'efficacité. Donc, quand on pense au processus que Dr. Whitaker a expliqué, comment développer les vaccins, on commence en cherchant la sécurité et après l'efficacité. Est-ce que ce vaccin fait ce qu'on veut? Est-ce que ça évite que les personnes tombent malades avec COVID? Et oui, on a vu que c'est le cas. On évite de tomber malade gravement et on évite d'aller à l'hôpital et même peut-être mourir. Maintenant, on a commencé à collectionner des informations. Une fois que je me suis fait le vaccin, est-ce que ça ne veut pas dire seulement que je ne vais pas tomber malade, mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est moins probable que je vais passer le vaccin à autre personne? Donc, c'est logique biologiquement. C'est beaucoup plus probable que les personnes qui se font vacciner, ils vont pas tomber malades et aussi ils ne vont pas passer le virus à autre personne. C'est beaucoup plus probable. Mais n'oubliez pas qu'il y a rien dans la vie qui est 100%. Il y a une efficacité de 99%, mais il peut avoir une petite pourcent de personnes où ça ne va pas marcher tellement bien. Donc, pour nous assurer qu'on diminue
l'activité du virus. C'est vraiment important de tous profiter de ce vaccin pour aider aux personnes avec un système immunitaire réduit. Donc, Dr. Whitaker, est-ce que vous voulez répondre? Je crois que la docteure l'a dit très bien. On a eu des cas avec des personnes qui ont eu le COVID après d'avoir eu le vaccin. Mais ce sont des personnes avec un système immunitaire réduit. Peut-être qu'ils ont pris des médicaments pour le cancer. Donc, c'est vraiment important d'essayer que la majorité des personnes peuvent se faire vacciner pour aider à ces personnes qui ne répondent bien. C'est peut-être notre façon d'aider à notre voisin. Docteur Whitaker, je vais vous poser la question. C'est quel risque d'avoir les caillots de sang avec le virus comparé au risque d'avoir des caillots de sang avec le vaccin? C'est une bonne question. Le COVID-19, c'est un virus qui cause des caillots de sang très fréquents. C'est très fréquent que les personnes peuvent développer des caillots de sang dans les jambes, dans les poumons, d'avoir un accident vasculaire cérébral. C'est un symptôme très fréquent avec le COVID. C'est beaucoup plus fréquent avec le numéro de 1 sur 1 million qu'on voit avec le vaccin. C'est beaucoup plus fréquent avec l'infection de COVID. Docteur Pedadi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les caillots de sang? Oui, je vais ajouter que... Voilà, je sais que je continue à dire ça, mais c'est quelque chose de nouvel. On continue à apprendre sur ça. Mais il y a eu une étude à Oxford la semaine dernière avec leur vaccin AstraZeneca. Et ils ont vu qu'il y avait 39 sur 1 million de personnes qui allaient avoir un caillot de sang. Donc voilà, par rapport au vaccin à vecteur adénoviral, je suis d'accord avec la docteure. C'est une question importante à poser. C'est quelque chose qu'on veut savoir. Il faut se poser la question, quels pas sont nécessaires pour protéger aux personnes? Et je pense que c'est important de voir les recommandations de CDC et FDA. Est-ce que c'est important d'utiliser ces études avec le but de protéger les plus personnes comme possible pour qu'on puisse retourner à nos vies normales et joyeuses? D'accord, donc la prochaine question c'est, est-ce que vous avez vu des signes que le vaccin de COVID-19 va se devenir quelque chose de saisonnière? Ou est-ce que c'est trop tôt pour pouvoir savoir? Ah oui, ok. Je pense que c'est un peu tôt pour savoir ça, mais je pense que c'est possible que, après d'avoir appris encore plus, on va peut-être voir une situation pareille à ce qu'on a avec la grippe. La grippe, c'est peut-être une bonne modèle. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une saison pour la grippe. On voit les souches qui circulent et on crée un vaccin pour protéger la majorité des personnes. Et on essaie de prévenir ce virus pour pouvoir circuler dans les communautés. Et c'est sûr que vous sachez que les pas qu'on a pris avec le COVID, ça nous a aidé à réduire la grippe aussi. Et c'est logique, parce qu'il y avait beaucoup de choses en commun avec du virus. Donc, dans la saison des maladies respiratoires, les pas et les actions seront toujours importantes pour nous protéger. Et comme vous avez entendu la docteure parler des virus plus graves de COVID, il y a aussi les virus de COVID
coronavirus moins grave. Donc, c'est important de réfléchir à tout ce qu'on voit cette dernière année pour voir la fortesse de l'immunité, combien de temps ça va durer, et après on peut commencer à parler de peut-être les piqûres de rappel. Docteur Whitaker, est-ce que vous avez des idées sur cette question de la saison? Oui, on a déjà des signes. Pfizer a observé les titres des anticorps et les titres ont diminué suffisamment que ça indique que c'est probable qu'on aura des piqûres de rappel. Pour au moins, peut-être jusqu'à on peut contrôler encore plus le virus. Et donc, on va voir, mais c'est possible qu'on aura un système similaire à ce qu'on a avec la grippe. D'accord. Maintenant, docteur, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez parler sur les effets long terme du vaccin COVID-19? Est-ce qu'on doit être inquiété pour le cancer ou la maladie rénale? Donc, non. Il n'y a pas de signes de l'histoire naturelle des virus. On ne peut pas dire que la protéine spike va culminer à un problème. Il y avait des personnes qui s'inquiétaient beaucoup avec la possibilité de changer le code génétique avec cette protéine spike. Mais je suis très confidente en dire que ces particules de l'ARN messager sont éphémères, vraiment. Ils commencent à se décomposer dès qu'on les met dans le bras. Ils ne vivent que quelques minutes. Et l'ARN ne s'insère pas dans le ADN. N'oubliez pas que les gènes de nous sont faits de ADN. Et c'est encore une autre raison pour laquelle je ne crois pas que c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Maintenant, en ce moment, il n'y a rien que je peux voir qui m'inquiète pour les effets long terme. Docteur Badadi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vais juste faire le perroquet à tout ce que la docteure Whitaker a dit. Alors, la prochaine question, c'est si les personnes vaccinées sont protégées complètement après 2 semaines, pourquoi est-ce qu'il faut apporter la masque et faire le confinement ou la distance sociale? Oui, c'est une très bonne question. C'est quelque chose de vraiment raisonnable à demander. Donc maintenant, on est dans un moment où on essaie de maintenir l'activité du virus très bas. Donc, maintenant, ici, dans l'État d'Iowa, on n'a pas tous le vaccin. Il y a quand même des personnes qui n'ont pas le vaccin. Donc, pour maintenir l'activité du virus très bas, il faut faire attention d'éviter que ce virus se propage. Il faut aussi se souvenir, comme vous avez dit avant, ce sont des très bons vaccins. Ils sont très efficaces, mais même si on est avec un pourcentage de 90-95%, il y a des personnes quand même qui n'auront la réaction immunitaire. Et peut-être qu'on ne saura jamais qui est-ce que c'est. On a vu quelques cas, heureusement des cas rares, mais des personnes qui ont été infectées après d'avoir fait le vaccin. C'est pour cette raison qu'il faut utiliser les autres mesures jusqu'à on arrive à un niveau plus haut d'immunité. C'est toutes les choses ensemble qui aident à diminuer l'activité du virus. Docteur Whitaker, il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur la période de 2 semaines après d'avoir fait le vaccin? Oui, une chose. Pour commencer, j'ai appris aujourd'hui d'un jeune homme de 30 ans, très sain, et il a fait le vaccin
complet il y a 2 mois et il s'est infecté. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de parfait. Et encore une autre chose, je sais que c'est un moment difficile. Les gens en ont assez des masques, de la distanciation sociale. Mais vous pouvez peut-être penser comme ça. Pendant que vous faites des exemples, que vous parlez avec les personnes qui hésitent à faire le vaccin, qui sont plus vulnérables, on peut dire que c'est tellement important de contrôler ça. Le plus vite qu'on peut contrôler ça, le plus vite qu'on va pouvoir retourner à une vie normale où on ne pense jamais au masque. Donc, cette question vient du département, pour le département de santé publique. Il y a beaucoup d'hésitance maintenant de se faire vacciner. Donc, comment est-ce que le département de santé publique, Dr Pedati, comment est-ce que vous aidez à convaincre à ces personnes indécises? Ah oui, merci. Je sais que ça peut être difficile quand on entend sur les pauses d'un vaccin, par exemple, mais je veux répéter que ça veut dire que le système qu'on a pour la sécurité, c'est quelque chose qui est en train de marcher. On veut prendre le temps de comprendre, de comprendre, de savoir comment utiliser ces outils. Donc, je sais que ça peut être frustrant de savoir qu'il y a une pause, mais ça veut dire que ça veut dire que ça marche, que c'est en train de marcher. Donc, je pense que c'est important, c'est ça que c'est important. C'est important d'en parler avec votre médecin, avec les personnes de la santé publique. On veut vous donner les informations nécessaires pour comprendre pourquoi il faut se faire vacciner et pour pouvoir comprendre aussi que c'est sécure, que c'est efficace. Donc, on cherche toujours comment partager ces infos. Donc, il y a des gens qui préfèrent chercher des informations de manière différente. Parfois, c'est dans un webinaire, parfois, c'est des médecins, parfois, c'est des autres ressources fiables. Mais au département de santé publique, on veut s'assurer toujours qu'on donne les outils nécessaires pour que vous puissiez prendre les décisions pour protéger à vos familles et à vous-même. Donc, je crois que c'est ça le plus important, de parler, la conversation. Donc, il faut vraiment parler avec les professionnels, avec nous, avec les médecins. Je suis toujours content de répondre à questions. Maintenant, Dr Whitaker, est-ce que vous pouvez répondre à la situation d'utiliser le vaccin Johnson & Johnson? Alors, maintenant, c'est avec une pause. Et le CDC a créé un comité sur les pratiques des vaccins. Donc, ce comité travaille avec beaucoup d'experts conseils pour essayer de comprendre les données, de comparer les risques de ça avec les risques du virus. Et ils vont avoir des recommandations dans l'avenir proche, peut-être la fin de cette semaine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est avec une pause. Ce n'est pas cancellé, ce n'est pas annulé. Donc, la prochaine question, c'est pour vous, Dr Whitaker. Comment on fait un vaccin ou une vaccination avec un vaccin mRNA? Ce sont quelles cellules qui sont stimulées pour produire la protéine spike? Surtout, c'est vacciné dans l'eau du bras et les muscles prennent ça. Et ça marche avec des cellules qui sont un genre de cellules de vigilance du système immunitaire. Et donc, ces cellules vont prendre les particules et vont créer la protéine spike dans la surface. Dr Badadi, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va. D'accord, Dr Whitaker, on a encore une autre question liée avec cette question qu'on vient de répondre.
après la vaccination avec les vaccins ARN, comment est-ce que les cellules hôtes de vaccination marchent? Et comment est-ce que les cellules produisent la protéine spike? Donc, on peut parler ici encore de l'idée que l'ARN messager, c'est quelque chose d'éphémère. Donc, qu'on injecte le mRNA, les cellules prennent ça et ils commencent à faire des protéines spike. Mais en même temps, ça se décompose. Donc, c'est vraiment quelque chose d'éphémère que les cellules font la protéine spike. Mais c'est suffisamment vite, c'est intéressant. Parce que le système immunitaire, c'est vraiment robuste, mais il peut chercher les protéines dans le corps pour créer les anticorps. Donc, c'est vraiment intéressant. Je suis d'accord, c'est fascinant. Alors, Dr. Bedadi, je vais vous poser cette question. Quand est-ce qu'on peut espérer qu'il y a un vaccin pour les enfants, pour COVID-19? Oui, comme pédiatrique, je suis toujours contente de savoir qu'on pense aux enfants et à leur santé. Actuellement, on n'a pas un vaccin pour la population pédiatrique. Encore, c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important que les autres personnes qui peuvent se faire vacciner le font pour protéger les enfants ici dans l'Iowa. Mais on sait qu'il y a des essais des vaccins qui existent déjà pour voir s'ils sont efficaces dans la population pédiatrique. Et on espère qu'on aura des informations bientôt pour pouvoir peut-être utiliser ces outils. Mais encore une fois, juste parce que les enfants ne sont pas une population très risquée, on a vu des choses inquiétantes. Par exemple, le syndrome inflammatoire multisystème. Et donc, on veut s'assurer qu'on protège les enfants pendant qu'on attend les essais des vaccins. D'accord. Maintenant, je vais poser cette question. On a très peu de temps maintenant, mais est-ce que vous pouvez définir la phrase « sous contrôle » ? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des comtés qui ont eu un niveau d'activité très bas. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Dr. Pedati? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir les réponses. J'ai déjà dit qu'il n'y a qu'une chose qu'on surveille. Donc, c'est pas que le pourcentage de positivité, c'est pas que les numéros de cas, c'est pas que les hospitalisations. C'est tout ça ensemble. Donc, vous avez entendu la phrase l'activité du virus. Je pense que la grippe, c'est un bon modèle pour ça. Donc, le département de santé publique, chaque année, on fait des rapports sur l'activité de grippe et on les met sur l'Internet. On parle des souches qui circulent, le pourcentage des gens qui sont hospitalisés, l'état de maladie, si les enfants manquent à l'école, l'état de positivité. La mort aussi, on surveille. Donc, on prend tout ça pour décider. Et on a fait ça aussi avec le COVID. Donc, c'est peut-être important de dire que c'est pas un niveau spécifique, c'est pas un numéro spécifique, c'est juste l'idée de diminuer le niveau d'activité du virus. Et aussi de maintenir les ressources nécessaires. Et maintenant, c'est merveilleux parce qu'on a des outils préventifs pour nous aider. Docteur Whitaker, je vais vous donner le dernier mot. Je pense que c'est nécessaire de ne pas oublier que c'est une maladie globale. Et on a des personnes qui voyagent dans tout le monde. Alors, c'est vraiment important qu'on essaie de distribuer le vaccin dans tous les États-Unis. Mais aussi, on a des personnes qui vont arriver aux États-Unis, des autres pays. Ou peut-être qu'on a des personnes ici qui doivent voyager pour le travail. Donc, pour vraiment contrôler ce vaccin, on a un gros travail. Il faut vraiment distribuer les vaccins dans tout le monde. Donc, c'est vraiment juste une pièce du puzzle de voir l'Iowa. Alors, merci à tous qui ont
regardé le programme. Ce soir, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais notre présentatrice a accès à les questions. Et donc, on peut aussi préparer des réponses avec des autres publics sur ces questions. On a aussi une enquête et donc si vous pouvez, s'il vous plaît, remplir ces enquêtes et avec ça, notre programme est fini et je vais passer le mot à Dr. Lawrence. Andrea, merci beaucoup pour aider avec cette partie du programme et merci à tous pour poser des questions tellement intéressantes. On a terminé maintenant le programme et je veux remercier au département de santé publique et l'université d'Iowa et aussi remercier surtout à les deux présentatrices, Dr. Bedati et Lawrence. On espère que les informations que vous avez apprises vous aident à prendre les décisions avec clarté. On a encore une autre séance le 24 avril à 10h. Ça sera présenté aussi en espagnol et n'importe qui peut apprendre plus sur l'Internet au site iowa.org. Et comme Andrea a dit, avant qu'on finisse, s'il vous plaît, faites l'enquête qui est disponible à vous. Merci à tous et prenez soin de vous.